Sous un ciel d'automne voilé à Nemours, petite ville nichée au bord de la Seine, une procession silencieuse s'étire le long des rues Lolpavé. C'est le 25 septembre 2025, 2 jours après l'annonce qui a ébranlé le monde du cinéma. Des fleurs blanches, des roses fanées par le vent frais, jonchent le sol devant l'église Saint-Jean-Baptiste. Des visages connus émergent de la foule. Des cinéastes italiens aux traits de tirés, des actrices françaises aux yeux rougis et des anonymes qui ont grandi avec ces images en noir et blanc. Claudia Cardinal n'est plus. La femme qui incarna la sensualité méditerranéenne, la force discrète des héroïnes oubliées, repose désormais dans cette terre française qu'elle avait choisie pour ses dernières années. À 87 ans, elle s'est éteinte paisiblement, entourée de ses enfants, dans la maison où elle aimait lire au soleil couchant. La nouvelle, confirmée par son agent Laurent Savary, a provoqué une vague de souvenirs. Des hommages affluent des festivals de Cannes, au plateau de Rome, où ses films tournent en boucle. Pourquoi cette disparition touche-t-elle si profondément? Parce qu'elle emporte avec elle une époque, celle du cinéma italien flamboyant, des regards qui disaient tout sans un mot. Cette procession n'est pas seulement un adieu, c'est une méditation sur le temps qui efface les étoiles. Pour comprendre la silhouette qui s'éloigne aujourd'hui, il faut remonter aux origines, à une enfance baignée de sel et de jasmin, dans une Tunisie coloniale qui forgea son âme rebelle. La Goulette, quartier portuaire de Tunis, s'éveillait au rythme des vagues et des appels à la prière en ce 15 avril 1938. C'est là que naît Claude Joséphine Rose Cardinal, aînée d'une fratrie de 4 enfants. Son père, Francesco, un ouvrier sicilien immigré, trime dans les ateliers navals, les mains noircies par l'huile et le métal. Sa mère, Yolanda Greco, issue d'une famille modeste de Sicile, veille sur le foyer avec une tendresse farouche, cousant des robes pour les voisines et chantant des berceuses en dialecte. La maison, un modeste 2 pièces aux murs blanchis à la chaux, sent le pain frais et l'encens des dimanches. Claudia grandit dans cet entre-deux culturel. L'italien des parents se mêle à l'arabe des rues, le français de l'école coloniale impose ses règles strictes. À l'école primaire, elle excelle en lecture, dévorant des romans d'aventure qui l'emportent loin des ruelles étroites. Mais la guerre gronde déjà. En 1942, les bombardements alliés secouent la ville. La petite Claudia, 4 ans, se cache sous la table, les oreilles bourdonnantes des sirènes. Ces ombres de violence marquent son imaginaire. Plus tard, elle évoquera cette période comme un apprentissage de la résilience où le rire des enfants défiait les sirènes. Les étés se passent à la plage, pieds nus dans le sable chaud, ramassant des coquillages qui deviennent des trésors. Son frère Bruno, espiègle, et les sœurs Blanche et Adrien partagent ces jeux, inventant des histoires de princesses arabes et de pirates siciliens. Francesco, fier de sa fille studieuse, l'inscrit à des cours de danse. Claudia, avec sa silhouette élancée et ses yeux sombres, tournoie dans la cour, attirant les regards des passants. Pourtant la pauvreté rôde. Les repas frugaux, les vêtements rapiécés. Yolanda, avec son sens pratique, vend des gâteaux au marché, enseignant à Claudia l'art de la débrouillardise. À 12 ans, un concours de beauté locale la propulse sur scène. Elle gagne un rôle mineur dans un film tunisien, une apparition fugace qui éveille en elle un feu nouveau. Mais la famille reste ancrée dans la tradition. Francesco rêve pour elle d'un mariage stable. Yolanda murmure des prières pour protéger cette beauté qui attire les envieux.
Tunis, avec ses souks bruissants et ses cafés ombragés, forme Claudia, une sensualité instinctive, une fierté farouche contre les regards coloniaux. Les indépendances approchent. En 1956, la Tunisie se libère, mais la famille cardinale émigre en Italie, chassée par les tensions. Claudia, 18 ans, débarque à Milan avec un baluchon et des rêves. Ses racines tunisiennes, mêlées d'Italie et de France, deviendront la sève de ses rôles. Des femmes exilées, fortes dans leur vulnérabilité. Des années plus tard, dans une interview rare, elle confiera « Tunis m'a appris à survivre avec grâce, à danser sur les ruines. » Aujourd'hui, alors que le cercueil glisse vers la crypte, ces images reviennent. Une petite fille au port qui apprit tôt que la beauté est une arme, mais aussi une chaîne. L'enfance de Claudia n'était pas idyllique, mais riche en contrastes qui nourriraient son art. Les après-midi à l'école coranique, où elle apprenait l'arabe avec des amies musulmanes, forgeaient en elle une tolérance instinctive. Les fêtes juives du quartier, avec leurs musiques orientales, se mêlaient aux processions catholiques. Elle dansait le ventre en cachette, riant des réprimandes maternelles. Francesco, taciturne, contait des légendes siciliennes au coin du feu, éveillant son amour pour les histoires. Yolanda, plus expansive, lui apprenait à cuisiner le couscous à l'italienne, un métissage qui symbolisait leur vie. À 13 ans, un accident de vélo la cloue au lit. Là, elle lit voracement, imaginant des mondes où les femmes commandent leur destin. La guerre accentue les privations, rationnement, nuit sans lumière. Pourtant, Claudia rit, invente des jeux avec ses siblings, transformant la peur en fable. Son premier amour, un garçon du quartier aux yeux verts, s'achève en larmes. Elle y puise une mélancolie qui transparaîtra dans ses regards caméra. L'émigration en 1956 est un arrachement. Adieu larmoyants au port de Tunis. Promesse de retour jamais tenue. À Milan, la famille s'installe dans un appartement exigu. Claudia travaille comme caissière, économisant pour des cours de théâtre. Ces années tunisiennes, avec leur sel marin et leur jasmin entêtant, restent son encre, une identité hybride qui défia les stéréotypes. Dans ses mémoires, elle écrira « Je suis née entre deux mers, et cela m'a rendue libre. » À Nemours, sous la pluie fine, des Tunisiennes de passage déposent dans des fleurs, un geste muet qui relie les continents, rappelant que Claudia fut d'abord cet enfant du soleil, avant d'être l'icône. Milan, 1957, la ville bourdonne d'après-guerre. Ses usines recrachent de la fumée. Ses théâtres attirent les ambitieux. Claudia, 19 ans, foulard sur les cheveux, entre dans un salon de beauté pour un casting anodin. C'est le Festival de la beauté de Vittel, un concours modeste qui promet un billet pour Rome. Elle gagne, non pour sa grâce seule, mais pour ce regard farouche qui captive le jury. Le prix, un rôle dans un court-métrage, Anneau d'or, où elle pose en mannequin. Ce n'est qu'un éclat, mais il illumine son chemin. Bientôt le Centro Sperimentale di Cinematografia à Rome l'accueille. Là, sous la direction de maîtres comme Luchino Visconti, elle apprend les bases, diction, gestuelle, l'art de se fondre dans un personnage. Les nuits sont courtes, répétitions jusqu'à l'aube, sandwich volé dans les couloirs. Son accent tunisien, roulant les R comme les vagues, devient un atout exotique. En 1958, premier rôle parlant dans Goha, aux côtés d'Omar Sharif. Elle y est une villageoise sensuelle, ses courbes soulignées par des voiles légers. Le film, tourné au Maroc, ravive ses souvenirs d'enfance. Elle improvise des dialogues en arabe, éblouissant le réalisateur. De retour en Italie, les propositions affluent. Des publicités pour du savon, des figurations dans des comédies. Mais Claudia veut plus.
Elle refuse les stéréotypes de femme fatale, facile, exigeant des scripts avec profondeur. Son agent, un jeune Sicilien ambitieux, la présente à des producteurs. En 1960, Visconti l'a choisie pour Rocco et ses frères. Le rôle d'Ada, prostituée amoureuse d'un boxeur, est un défi. Nue intégrale refusée, elle négocie des scènes intimes avec dignité. Le plateau à Milan, sous la pluie, est un creuset. Renato Salvatori, son partenaire, devient un ami. Visconti, exigeant, la pousse aux limites. « Tu n'es pas une beauté vide, Claudia, tu es une tempête contenue », lui dit-il. Le film triomphe à Venise, la propulsant au rang d'étoile montante. La presse la surnomme la nouvelle Anna Magnani, pour cette intensité brute. Pourtant, les ombres planent. Harcèlement sur les plateaux, où les réalisateurs confondent actrice et conquête. Claudia farouche claque des portes, gagne le respect par son talent. En 1961, la Ragazza con la valigia de Valerio Zurlini la consacre. Valeria, fugueuse abandonnée, erre dans les rues de Parme, son sac comme seul compagnon. Le rôle, inspiré de sa propre migration, lui vaut un prix à Cannes. Elle y pleure en recevant la palme, murmurant « C'est pour Tunis ». Ses débuts sont un tourbillon. Voyages en train de nuit, auditions stressantes, premier chèque qui allège le fardeau familial. Yolanda, depuis 1000 ans, envoie des colis de gâteaux. Francesco, fier, collectionne les coupures de presse. Claudia, logée dans une pension romaine, écrit des lettres nocturnes. « Je deviens quelqu'un, mais je perds un peu de moi. » La révélation est là. Non une ascension linéaire, mais une conquête âpre, où beauté et volonté se forgent mutuellement. À 87 ans, dans sa chambre de Nemours, elle avait revu ses ruches jaunies, un sourire aux lèvres. Ses premiers pas, hésitants puis assurés, tracèrent la voie d'une légende. Les coulisses de ces années formatrices révèlent une Claudia stratège. Au Centro, elle côtoie Monica Vitti et Gianmaria Volonté, partageant des dîners frugaux où se discutent les révolutions du cinéma. Elle lit Brecht, dévore Fellini, forgeant un idéal. L'actrice engagée, pas l'icône passive. Goa marque un tournant. Sharif, charismatique, lui enseigne la légèreté arabe. Elle y trouve une liberté perdue depuis l'enfance. Puis Rocco. Les scènes de violence domestique la hantent. Elle confie à un journal « J'ai crié pour toutes les femmes silencieuses ». Le succès attire les vautours. Propositions indécentes, rumeurs de liaison. Claudia riposte par le silence, se réfugiant dans des promenades solitaires le long du Tibre. La Ragazza approfondit. Zurlini, sensible, la laisse improviser. Le film, portrait d'une marginale, reflète son exil intérieur. À Cannes, le tapis rouge est un vertige. Flashs aveuglants, questions intrusives sur sa vie privée. Elle répond avec grâce, mais intérieurement bouillonne. Ses débuts, mêlant triomphes et épreuves, la transforment. De Tunisienne modeste à actrice affirmée. Des pairs comme Sophia Loren l'appellent « sœur de combat ». En 1962, elle tourne « Le Guépard » avec Burt Lancaster. Mais c'est pour plus tard. À Nemours, ses enfants trintent des photos. Claudia jeune regarde défiant l'objectif. Ces images disent « La révélation fut une naissance laborieuse, un cri dans le noir des studios. » Rome, 1963. Les studios Cinecittà vibrent au rythme des néo-réalistes et des auteurs en herbe. Claudia Cardinale, 25 ans, est au zénith. Luchino Visconti l'invite dans « Le Guépard », adaptation somptueuse de Tomasi di Lampedusa. Elle y est Angelica, jeune Sicilienne, mariée par calcul à un prince en déclin. Tournée à Palerme sous un soleil impitoyable, le film est une fresque, bals en costume d'époque, chevauchés dans les oliveraies. Burt Lancaster, imposant, la cour à l'écran.
Hors caméra, il la traite en égale, échangeant des anecdotes hollywoodiennes. Claudia, en corset serré, incarne la vitalité qui submerge l'aristocratie. Son rire cristallin, son regard... Espiègle, captive. Le film remporte la Palme d'Or à Cannes. La critique salue La Cardinale, volcan sous la soie. Presque simultanément, Federico Fellini l'a choisi pour 8,5. Claudia joue Carla, l'épouse aimante et blessée de Guido, le réalisateur en crise. Marcello Mastroianni, complice, improvise des scènes où leurs corps se frôlent. Elle apporte une tendresse terrienne au tourbillon fellinien. « Tu es la réalité dans mon rêve », lui glisse Fellini. Le film, labyrinthe de souvenirs et de fantasmes, consacre Claudia comme muse. Sa nudité suggérée, sa vulnérabilité exposée touchent au cœur. La presse internationale la baptise la Sophia Loren tunisienne. Mais elle rectifie « Je suis Claudia, tout simplement ». En 1964, Il Magnifico Cornuto de Antonio Pietrangeli explore l'infidélité. Elle y est une femme piégée par les conventions, son monologue final un cri muet contre l'hypocrisie. Ses rôles, tous plus exigeants, la propulsent. Invitations à Locarno, interviews à Paris Match, où elle défend le cinéma d'auteur. Pourtant l'apogée a son revers. Épuisement des tournages enchaînés, solitude des hôtels impersonnels. Elle tourne La ragazza di Bub en 1964, rôle de Mara, veuve vengeresse. Le film, engagé contre la mafia, lui vaut un David di Donatello. Son interprétation, rage contenue, reflète les luttes sociales italiennes. Des festivals la couronnent. À Venise, elle parade en robe fourreau, mais rentre se coucher tôt, les terres de fans entassés. Fellini et Visconti, mentor, la guide. Joue avec ton corps, mais pense avec ton âme, conseille le premier. Claudia absorbe, grandit. De 1960 à 1965, une quinzaine de films, une ascension fulgurante. La légende naît, poster dans les cinémas, disque de ses chansons pour bande son. Mais elle reste ancrée. Visite à Milan pour embrasser Yolanda, envoi d'argent à Francesco. En 1965, Blindfold marque ses débuts hollywoodiens, mais l'Italie reste son berceau. Ses années d'or, fastes et intenses, forgeant l'icône, une actrice qui illumine l'écran par sa présence magnétique. À Nemours, des extraits tournent sur un vieux projecteur familial. Claudia, dans Le Guépard, danse encore, éternelle. L'apogée se nuance de défi. Dans 8,5, les rêves felliniens la déstabilisent. Nuits blanches à décortiquer le scénario, doute sur sa légitimité. Pourtant, sa scène avec Mastroianni, tendresse au bord de l'abîme, devient iconique. Le Guépard exige endurance, chaleur sicilienne, dialogues en dialecte appris phonétiquement. Lancaster, admiratif, note « Elle a la flamme d'une volcan ». Claudia, professionnelle, masque la fatigue. Intérieurement, elle questionne « Suis-je actrice ou objet ?» Il Magnifico Cornuto creuse la jalousie conjugale. Elle infuse le rôle de sa propre quête d'indépendance. La critique analyse « Cardinal transcende le mélodrame par sa vérité charnelle ». Succès commercial. Suit La ragazza di Bub attire des millions, propageant son image de femme forte. Elle engage des causes, soutien aux ouvriers en grève, apparition pour l'UNESCO. Visconti, paternel, la protège des requins, Fellini, espiègle, l'invite à des dîners surréalistes. Ses collaborations enrichissent. Apprentissage de la caméra, de la lumière qui sculpte les traits. En 1966, mariage avec Franco Cristaldi, producteur qui l'a lancé. Union pragmatique mais source de stabilité. L'apogée culmine. Couverture de magazine. Rumeur de liaison avec des co-stars. Claudia navigue, gracieuse, refusant les pièges. Ses rôles, miroirs de son époque, la rendent immortelle.
sensualité alliée à l'intelligence. Sous les projecteurs de Nemours, où des cinéphiles veillent, son éclat persiste, défiant l'oubli, défiant l'oubli, défiant l'oubli.